Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin, épisode 6. C'est aussi le meilleur épisode de la série Saut. Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Hey guys, ça fait super plaisir de vous retrouver pour ce podcast qui en est déjà à son 6e épisode. Donc ça y est, on est au mois d'octobre là. Mois d'octobre, mois Inktober. J'espère que vous êtes à fond là. En tout cas moi je suis à fond. Ce que j'adore avec le Inktober, c'est que c'est génial pour se forger une habitude de dessiner régulièrement tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas mieux que le Inktober pour se lancer en fait pour construire cette habitude. Parce qu'en fait il y a cette communion avec tous les artistes du monde entier qui partagent ce challenge. Et ça donne une motivation et une excitation. Cette communion avec tous les artistes du monde entier pendant un mois, moi je trouve ça génial. Donc si vous n'avez pas commencé, c'est pas grave. Commencez maintenant là. Parce que c'est vraiment une expérience importante pour tous les artistes, je pense. Et c'est une expérience unique quoi, qui arrive une fois par an. Donc c'est vraiment un rendez-vous à pas manquer. Et du coup, ce mois-ci sur la chaîne YouTube, il va y avoir toute une série de vidéos qui sont consacrées au Inktober. Donc, il y aura des timelapses de mes propres Inktober, il y aura des tutos, enfin je vais donner des conseils. Donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour ça. Si vous voulez suivre mon challenge Inktober, vous pouvez regarder sur mon Instagram. Personnellement, je me suis rajouté 2 contraintes, dont une est de dessiner dans le style d'un artiste que j'aime beaucoup. Et je vous dis pas qui c'est à vous de le trouver. Et j'ai une deuxième contrainte, c'est que le thème général de tous mes dessins sera autour d'un film en particulier. Mais j'en dis pas plus parce que je veux garder... J'ai un projet particulier pour ce Inktober et du coup j'aimerais garder la surprise jusqu'à la fin. Et du coup j'ai créé un hashtag personnalisé pour pouvoir repérer en fait la petite communauté qu'on est déjà, pour pouvoir voir vos dessins et vous faire des retours. Donc c'est le hashtag Yoktober, Y-O-K-T-O-B-E-R. Et si vous mettez sur vos dessins, vous publiez avec le hashtag Yoktober, je pourrai le voir et j'irai le commenter si j'ai le temps. Donc j'espère que vous êtes à fond pour le Inktober et puis bonne chance quoi pour terminer le challenge. On en vient à l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'interviewe Charlie Offroy. C'est un pote animateur à MacGuff qui a bossé sur Mignon, Moi Moche et Méchant 3, Le Grinch, Comme des Bêtes 1, Comme des Bêtes 2 en ce moment. Et je l'interviewe à l'occasion de la sortie de son film Cal. Donc je mets le lien du film dans les descriptions, vous pouvez le voir dès maintenant avant d'écouter le podcast ou après, c'est comme vous préférez. Et vous allez voir dans ce podcast, la vie de Charlie a pour l'instant été un voyage passionnant quoi, enfin rempli d'aventures. Et je pense que ce podcast va beaucoup intéresser ceux qui ont dans l'idée un jour de faire leur propre film. Et puis généralement, je pense que ce podcast va vous montrer toute l'énergie et la détermination qu'il faut pour pouvoir faire tomber toutes les barrières et franchir toutes les difficultés pour pouvoir réaliser ses rêves. Et aussi, on va lancer quelque chose de nouveau pour le podcast. À chaque interview que je vais faire, je vais demander aux artistes de faire un dessin original, dédicacé, et que vous pourrez recevoir en cadeau chez vous. Mais je vous en dis pas plus, restez jusqu'à la fin du podcast pour savoir comment on va faire. Donc si vous êtes bien installés, on y va, c'est parti, Charlie Offroy. Salut à tous et bienvenue pour le podcast numéro 6. Je reçois mon pote Charlie Offroy pour la sortie de son film Cal. Salut Charlie. Salut. Donc c'est toi le fameux Charlie. Ouais, Tu es Charlie. je suis Charlie. Mais je suis Charlie aussi. Putain, c'est énorme. J'étais obligé de commencer par cette blague encore. Est-ce qu'on peut commencer par revenir tout simplement à ton enfance ? Alors, je suis né à Mantes-la-Jolie en 1990 et il se trouve que je devais pas vraiment naître là-bas. Je devais naître en Corse, à Bastia. Mais les médecins étaient pas très chauds, donc ils ont dit vous allez rester un peu là. Et donc en fait je suis né à Mantes-la-Jolie et 2 semaines après j'étais à Bastia. Voilà, D'accord. en pleine forme. Du coup, t'as passé ton enfance en Corse. Toute mon enfance, de mes 2 semaines à mes 20 ans. Ok. Dans toute cette période, est-ce que tu dessinais déjà ? Alors, en fait, la base de la base, pour moi, au niveau du dessin, c'est mon grand frère. En fait, il avait une très grande capacité de copie. C'était un bon faussaire, on va dire. Il arrivait à tout recopier, Ouais. que ce soit du cartoon au réaliste.
Il était très doué, et donc du coup, moi j'étais complètement fasciné, comme un petit frère vers son grand frère, mais fasciné par tout ce qu'il faisait. Comme lui était très fort en foot, moi non, donc j'ai abandonné ce pan-là. Il était très fort à l'école, donc moi j'ai essayé d'être aussi fort que lui. C'était moins évident parce qu'il est très très intelligent. Mais par contre, en dessin, je sentais que j'avais quelque chose à faire. Je sentais que moi, quand j'essayais de recopier ce qu'il faisait, je commençais à, je sais pas, avoir une certaine aptitude et que lui aussi reconnaissait. Donc c'était agréable aussi pour moi de voir mon grand frère qui aimait bien ce que je faisais. Donc j'ai continué d'abord et avant tout grâce à lui en fait. Donc c'était vers quel âge ça? Je sais pas, je pense que je devais avoir... C'était en primaire, je pense. Ok. Ouais. Autour de 10 ans. Peut-être Avant moins. 10 ans. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et c'était quel genre de dessin que tu recopiais? Alors lui, il recopiait surtout les tuniques bleues. Ah ouais? Ouais. Et j'aimais bien ça. Il y avait forcément les mangas de l'époque avec les Dragon Ball, tout ça. Et moi j'aimais bien plutôt le style franco-belge en fait. J'étais plus attiré déjà à la base que par le manga. Je trouvais que c'était déjà pas accessible le manga. Je trouvais que quand je refaisais un franco-belge, j'avais plus de facilité qu'à faire un manga. Où je trouve que les codes sont tellement stricts et purs qu'ils sont compliqués à dessiner. Et à l'époque, je voyais déjà que c'était moche. Mes copies de manga n'étaient pas réussies. D'accord. Du coup, j'ai abandonné. J'ai préféré être simplement un lecteur et un appréciateur, je dirais, de cet art, quoi. T'étais un grand consommateur de BD franco-belge à cette époque-là? Alors en fait, Et de manga aussi peut-être? En fait, j'étais plutôt assez ouvert. Je dirais pas consommateur, je dirais plutôt que mes parents avaient vu que j'avais une certaine appétence pour ça, quoi, pour la BD, pour la lecture et tout ça. Et du coup, au lieu d'être un enfant en demande, j'étais plutôt un enfant qui faisait sa petite vie et mes parents, quand ils avaient l'occasion de passer devant un libraire, ils m'achetaient plutôt donc un album, ça pouvait être un journal de Mickey, c'était vraiment très très varié. Du coup, je suis passé de Pierre Tombal au Bidochon. Qu'est-ce qu'il y avait aussi au Lucien. J'ai fait aussi du Cédric, du Titeuf. Ouais. J'avais aussi, enfin voilà, vraiment assez varié, et même des plus anciennes que ça. Je dirais que c'est de là qu'est venue mon attirance réelle pour le dessin, et pas que, c'est-à-dire que le dessin lié à l'histoire aussi. C'est-à-dire que j'ai laissé petit à petit tomber la copie pour créer des personnages parce que ces personnages pouvaient contenir une histoire. C'est ça en fait qui m'a très très vite attiré. Donc dès que tu avais 10 ans, tu avais déjà envie de raconter des histoires. Ah ouais, Ouais. de suite. Ouais. Genre, j'ai un souvenir en primaire, on devait faire un spectacle, une sorte de kermesse, tout ça. J'ai instantanément dit qu'il fallait que je crée un sketch. Mhm. Et il fallait que je crée mon personnage, donc un personnage pas du tout réel, une sorte de magicien, fantasque. Et il me fallait, j'avais déjà pris mon ordi, je savais pas vraiment l'utiliser, mais j'écrivais les textes, les dialogues, c'était déjà naturel. Et du coup, est-ce que tu avais déjà envie d'en faire ton métier? Ou tu pensais que c'était juste un hobby et que tu avais d'autres envies à cette époque? Alors en fait, je me rappelle très bien du moment où j'ai eu une conversation avec mon grand-père, Ouais. où il m'a dit « Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et moi j'ai dit « J'aimerais bien dessiner ». Et j'ai senti le gros blanc, quoi. le vide, quoi. Genre. Ouais. Et du coup, j'ai compris que ça pouvait être compliqué. Mm. Dès lors, parce que du coup, mon grand-père, qui est un chef d'entreprise, il avait un autre sens une autre vision de la vie, quoi. Et il pensait éventuellement que je pouvais éventuellement reprendre une entreprise ou fonder la mienne. Enfin, c'est vraiment l'entrepreneuriat pour lui qui est le plus important Ouais. dans sa vision. Et puis moi, j'étais carrément loin de tout ça. Mais donc, on va dire que je l'ai gardé en tête assez longtemps. Et on peut même dire que c'est aussi de là que j'ai mis un peu entre parenthèses ce rêve-là. C'est-à-dire que je l'ai toujours eu, mais il a été concret à un certain moment précis de ma vie. Tu veux dire que à ce moment-là,
t'as été convaincu que c'était pas forcément une bonne idée? Ouais, parce que du coup, j'avais vu mon grand-père qui a galéré mais qui a réussi, mon père qui a galéré qui a réussi, ma mère pareil. Et je me disais qu'en fait, il fallait que moi aussi, j'ai ma période de galère pour après réussir éventuellement. Et donc pour moi, c'était un schéma qui était déjà fait. Donc en fait, l'idée de m'épanouir dans le dessin, dans quelque chose que j'aimais dès le départ, c'était pas possible. Parce que ça rapportait pas, parce que une vision très stéréotypée, mais je pouvais rien faire d'autre. J'étais trop jeune pour savoir. Et donc on va dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, écoute, je vais suivre un chemin assez classique, tout en gardant très fort le dessin proche de moi, mais en étant moins... je l'exprimais moins, ce désir. Et pour autant, t'es pas d'accord avec cette idée qu'il faut passer par un moment de galère pour réussir, justement? Ah si, mais ce que je veux dire, c'est que mes parents sont passés par des moments de galère francs. Je dirais qu'ils ont fait des petites études pour faire des petits boulots, pour construire petit à petit autour de quelque chose qui était fragile, une vie. Je dirais que, certes, moi je pourrais considérer éventuellement que je suis passé par des moments de galère, mais franchement, c'est rien comparé à eux. Parce que du coup, moi, dès le départ, que ce soit la galère ou non, j'aimais ce que je faisais à 100%. Donc, chaque moment, qu'il ait été difficile ou non, je ne l'ai même pas senti. J'ai juste avancé. Ok, et du coup, dans ce projet du coup, de carrière peut-être plus classique, c'était quoi tes idées? Moi, je voulais être vétérinaire. Ah ouais? Ouais. Quand j'ai eu mon bac, j'avais une feuille une fiche pour rentrer dans une prépa c'était BCPST, un truc comme ça. Prépa pour rentrer après dans une école vétérinaire, peut-être soit sur Paris, soit sur Lyon, ou qui est le bassin de cette discipline en France. Et donc j'étais motivé. En plus, j'étais plutôt fort dans les matières qu'il fallait. Donc, ouais, essentiellement. Et donc je me suis dit, ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Et au final, non. En fait, je m'étais construit du coup une sorte de vie à travers ceux qui m'ont précédé, mais qui n'était pas vraiment la mienne. Voilà, mon père est chef d'entreprise, mon grand-père est chef d'entreprise, ma mère est chef d'entreprise, mon grand frère, lui, il est ingénieur en développement. C'est des gens qui... ça file droit. Et donc je me devais moi aussi de filer droit, et donc je me disais, bah voilà, j'ai mon bac, je fais une prépa, je rentre dans une école, enfin ça c'est bon quoi. Et ça a été quoi le déclic alors? Le déclic, je dirais que c'est ma mère en fait un jour qui m'a coincé et qui m'a dit, Charlie, qu'est-ce que tu veux faire en vrai? Ouais. Putain, le truc, la libération de toute ma vie entière, elle s'est reposée là quoi. Ouais. Parce que quand elle m'a regardé, j'ai eu une vraie pause. C'est-à-dire que j'avais encore, je me rappelle, cette petite fiche d'inscription verte pour cette prépa. Donc c'était presque lancé, il n'y avait plus qu'à envoyer. Et avant d'envoyer, elle a senti que... Tu avais déjà écrit sur le papier les souhaits? Ouais, c'était fait. J'allais sûrement rentrer en prépa. Voilà. Et ma mère, elle m'a... Je sais pas si elle a senti quelque chose... pas une réticence, mais un non-accomplissement ou quelque chose qui faisait que je n'étais pas pleinement épanoui en allant dans ce chemin-là. Et je lui dis, le dessin. Tu dessinais encore un peu à cette époque-là? Comme je l'ai dit à mon grand-père en fait, quand j'étais tout petit. Oui, c'est ça. T'es revenu sur ta première réponse. Complètement. Ouais. Complètement. Et alors après, j'avais pris un peu de maturité parce que je savais que le dessin en tant que tel ne pouvait pas payer. Je pouvais pas non plus être caricaturiste à Montmartre ou je sais pas. Le dessin c'est quoi en fait? C'est le dessin, c'est de la BD, c'est de l'animation, c'est juste de l'illustration pour du marketing, la publicité. Est-ce que c'est de la peinture? Qu'est-ce que c'est que le dessin? Comment je voulais l'exprimer, le mettre en œuvre pour que ma vie puisse tourner autour de ça avec tout ce qui va avec, avoir un salaire et ta vie, bien sûr. Ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner à peu près sur tout et n'importe quoi, sur internet, sur les bouquins, et j'ai vu, il y a un truc qui m'est apparu très très vite,
C'est les Gobelins. Ouais. C'est-à-dire que je voyais que quand on parlait 2D, quand on parlait dessin, quand on parlait métier, professionnalisation, c'était les Gobelins. Apparemment, les gens qui sortaient de cette école que je ne connaissais absolument pas. Il faut aussi savoir que à Bastia, en Corse, il y a une sorte de distance qui est réelle. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas des gens qui connaissent des gens qui ont fait. Enfin, c'est bizarre, mais en gros, quand on est à Paris, à Nice, je sais pas, à Lyon, on rencontre toujours des gens qui ont eu certains parcours qui pourraient éventuellement nous guider. En Corse, Ouais. les seuls gens qui m'ont inspiré, ce sont mes parents. D'accord. Parce que ils nous ont élevés, ils nous ont éduqués, ils nous ont inculqué plein de valeurs. C'était ça mes vraies références. Mais en termes de parcours professionnel, c'est venu très tard. Les gens qui semblaient être comme moi et qui avaient cette volonté, et qui ont eu cette volonté et qui ont réussi. Enfin, voilà. Donc en cherchant au hasard, je suis tombé donc, sur cette école et ma mère m'a dit écoute, il faudrait peut-être que tu tentes. Moi j'ai dit mais par contre je savais que je n'avais pas le niveau pour rentrer à ce moment-là, mais c'était déjà pour moi un premier pas vers comment j'allais construire ma vie autour du dessin, Ouais. encore une fois. Et du coup, tu t'es dit film d'animation à ce moment-là? Ouais, de suite. Ok. Ouais, la BD en fait je l'avais un peu abandonnée parce que en regardant des interviews ou même en rencontrant des BDistes, j'avais été frappé par je sais pas, c'est un monde vraiment difficile quoi. Ouais. C'est rude, c'est passionnant, mais à la fois je sentais déjà la fatigue des gens, je sentais déjà même la solitude qui est autour de cet art. Parce que chaque jour, ils doivent tout mettre, c'est-à-dire ils sont payés à la planche ou des fois juste pour l'album, et l'album doit être fini, doit être aussi, il y a des feedbacks avec les éditeurs, tout ça, et t'es seul avec toi-même dans ta piole et tu gagnes rien du tout, et j'ai trouvé ça assez effrayant en fait. Ouais. Je me suis dit en fait que j'étais pas du tout assez solide pour concrétiser ça en fait, et je me suis dit il fallait absolument que je trouve une formation qui pourrait m'amener vers une vie professionnelle, et je dirais pas standard, mais en tout cas Avec un salaire, quoi. ouais, Tout simplement. juste une stabilité. Ouais, une stabilité. Parce que sans ça, déjà que voilà, j'ai quitté la Corse pour après faire mes études, j'avais besoin de stabilité. Ouais. Quand on quitte du coup sa famille, son île, encore plus, on se sent encore plus arraché de tout ce qu'on est. Donc il fallait que je me sente sûr du projet que j'allais mener, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Ok. Du coup, film d'animation, Gobelins, comment ça s'est traduit alors pour toi? Alors en fait, j'ai passé une première fois le concours des Gobelins, je l'ai raté. C'était très impressionnant, c'était à l'espace Charenton, 600 personnes. Voilà, quelle année? Je pense que c'était, je sais pas, en 2008 ou 2009. On l'a passé ensemble. Ouais. Ouais. 2009 ou 2008, ouais. Ouais, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ouais, Et on était dans le même hangar. Ah, c'était Sans se connaître. fou, c'était Ouais. fou, c'était dingue. Et en fait, j'ai pas été vraiment découragé, c'est-à-dire que je me suis dit que le dessin, la 2D, ça allait pas le faire pour moi. L'animation, comme je la voyais, c'était pas vraiment accessible à ce moment-là. Et puis, encore une fois, le dessin, ça a toujours été quelque chose d'assez intime pour moi. Je l'ai jamais vraiment partagé, ça. On m'a toujours complimenté sur éventuellement ma façon que j'avais dessiné, mais j'ai jamais vraiment mis ça à l'épreuve d'un prof d'art ou d'une école d'art. T'avais pas de blog? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, j'étais juste quelqu'un qui était attiré par ça et qui avait une certaine facilité, Ouais. mais ça s'est limité et ça s'est borné à ma propre personne. C'était pas de l'égoïsme, c'était peut-être avec un petit peu de timidité, mais parce qu'encore une fois, personne m'a inspiré et m'a guidé en fait à ce moment-là. Mes guides, mes mentors sont arrivés bien après. D'accord. Et c'est pour ça qu'après j'ai vraiment aimé, parce que du coup j'ai pu vraiment m'exprimer en suivant certains schémas de vie qui me semblaient être en cohérence avec moi-même, quoi. Du coup,
Du coup, tu as cherché ailleurs alors. Ouais, en fait, je me suis retrouvé à l'ESRA à Nice. Alors pourquoi Nice? Parce que, en fait, en bateau, avec le Corsica Ferry, c'est pas très cher, et en ok. quelques heures, je peux être à Bastia. Donc ça t'a arrangé d'être à Nice plutôt que Paris. Ouais, Ok. en fait, même ayant passé le concours à Paris, j'avais malgré tout cette peur de la distance, de cette énorme ville enfin voilà, quand tu reviens de Bastia, qui est pas une petite ville, mais voilà, on connaît tout le monde. Là, je me suis senti un petit peu effrayé, voilà, face à ce pari, quoi. Et je me suis dit que Nice était très bien. Ok. Il y avait en plus la mer, la Ouais. côte, c'était un peu comme chez moi. T'étais pas dépaysé. Voilà. Et surtout, c'était proche. C'est-à-dire que ce Mm. soit en avion ou en bateau, j'avais la possibilité de rentrer et mes parents avaient la possibilité de venir me voir très vite. Ok. Donc ça, c'était cool. Du coup, t'as fait les 3 ans d'ESRA. Ouais. Alors, c'était quoi ton expérience là-bas? Alors là-bas, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, ils ont pris le néophyte absolu que j'étais et ils l'ont un petit peu construit. Construit, je dirais culturellement. Je dirais que les outils, je les avais déjà en moi. Ils avaient juste besoin d'être affûtés comme il fallait pour que je puisse être pertinent dans mes interventions, dans mes créations et dans ma façon d'orienter ma vision, quoi, voilà, du film d'animation. Et ça a été... Donc, alors moi, tu sais, j'avais fait la première année à Paris Ouais. de l'ESRA. Ok. Est-ce que du coup à Nice c'est pareil? Tu fais un film chaque année? Il y avait ça, ouais. Donc t'as Ouais. fait 3 films? J'ai fait 3 films. Ok. Tu veux nous en parler? Ben, en fait, des super expériences parce que premier film, on veut tellement tout mettre que c'est un fiasco total, Ouais. mais c'est pas très grave en Non, soi. J'en rigole aujourd'hui avec presque nostalgie. Deuxième année, un petit peu plus compliqué parce qu'on n'était plus que deux sur le film. Donc, on va dire que ça m'a obligé à revoir certaines exigences à la baisse ou certaines ambitions à la baisse. Et ça a été finalement pour le mieux parce que c'est un film qui est très simple, Mhm. et qui est assez mignon en vrai. Donc, je suis assez satisfait. Et le troisième film, c'était bien parce que du coup j'étais coordinateur du projet, Mhm. donc j'avais apporté l'idée et avec mes camarades du coup on a travaillé autour de ça et c'était très intéressant, surtout que là à ce moment-là en tant qu'élève en fin de cycle j'avais envie d'aller un peu plus loin Mhm. et donc j'ai travaillé avec des acteurs pour faire les voix, ça m'a plu mais c'est incroyable. Mhm. C'est-à-dire que j'ai pu comprendre à ce moment-là que j'ai pu réunir tout ce que j'aimais. Dessiner, raconter des histoires, fédérer autour d'une idée, réunir des talents. Et c'était une expérience complètement folle. C'était dur parce que du coup, en tant qu'étudiant, avec d'autres camarades étudiants, on était censé être sur le même pied d'égalité et je devais malgré tout apporter un certain leadership pour que ce projet arrive à son terme. Et c'est ce qui s'est passé. Alors encore une fois, on n'est pas sur un projet fantastique au final, c'est Émile du coup, Je le mettrai court-métrage. je mettrai le lien dans la description. Mais à la fois pour l'époque où j'ai été à l'ESRA, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait encore. Parce que j'avais rencontré les acteurs, du coup, pour les rencontrer, j'avais contacté les agents, parce que c'était des gens assez importants. Pascal Demagie, qui fait toutes les voix il a un peu le même timbre de voix que Richard Darbois, très grave. Ah ouais, super. Donc il fait... Quand on regarde le film, on connaît cette voix. Ouais. On sait qu'elle est familière. Ouais. Et il y a aussi Jean-Philippe Martin, du coup, qui est la voix française de Tom Hanks, qui a fait donc la voix de Woody, par exemple, dans Toy Story. Donc pour moi, diriger un acteur comme ça, rien que le fait de le dire, j'ai les frissons. C'est-à-dire que c'était une expérience d'arriver dans un studio à Paris, parce que j'ai pris l'initiative de contacter cet agent, puis de faire en sorte d'avoir un studio, d'amener cette personne-là qui n'avait qu'une heure dans son planning, et qui m'avait même pas cru au départ, qui m'a fait bah oui, moi je veux bien le faire, mais je descendrai pas à Nice, il faudrait que tu viennes à Paris. J'ai dit oui, pas de problème. Et dans cette énergie-là, j'ai
je sais pas, j'étais transporté quoi, genre... T'es allé à Paris pour 1 heure Ouais, d'enregistrement. pour 1 heure d'enregistrement. Parce que c'était Jean-Philippe Martin. Voilà. Pascal de Magie, lui, avait, je pense, je sais pas, il connaissait quelqu'un dans la région à Nice, donc du coup pour lui c'était assez facile de venir. Mais Jean-Philippe Martin, je sentais qu'il était ok, il était pas loin de dire non non plus, mais cette once d'espoir que j'ai eu, cette once de ouais peut-être, je l'ai pris à bras le corps et c'est pour ça que j'ai pris le premier avion avec rien, c'est-à-dire que les moyens que j'avais, sachant que l'école était payante et que c'était mes parents qui m'aidaient, tout ce qui était autour, c'était moi qui devais mettre les sous sur la table et mes camarades ils n'avaient pas les sous. Ouais. Donc j'ai dû, j'étais serveur dans un restaurant à Nice pour payer les extras, dont ça aussi. Et j'ai fait aussi appel à la région PACA à l'époque qui avait mis en place une sorte d'aide qui s'appelait Envie d'agir, où en fait tu présentais ton projet devant un jury et ça prenait 6 mois. Donc en fait j'ai investi de l'argent que j'ai pu réinvestir après. C'est-à-dire que sur ces 6 mois en fait j'ai rencontré plusieurs professionnels et qui ont jugé de la valeur de mon projet et au final grâce à ça j'ai eu 3 000 € de la région PACA pour soutenir mon projet. Et en même temps, moi je soutenais mon film, mais il y avait des gens, par exemple, c'était assez incroyable, je me retrouvais avec des gens qui par exemple voulaient équiper un 4x4 pour apporter de l'eau dans certains villages africains. Enfin, j'étais avec des projets fous de gens avec une énergie dingue. Parce que ça arrive jamais pour les films d'étudiants, ça. Sincèrement, je crois non. Et puis même, je me sentais un petit peu en porte-à-faux avec l'ESRA, parce que du coup, je me suis dit, mais j'ai besoin d'argent, mais l'ESRA peut pas m'en fournir, mais j'en ai pas, mais j'en ai besoin. Enfin, j'ai foncé. C'est génial. J'ai pas pu m'arrêter à ce moment-là, je me suis dit, je vais y aller avec la plus grande transparence, avec la plus grande honnêteté, j'ai besoin de cet argent pour payer cet acteur qui est normalement payé à peu près 1 500 € de l'heure. Donc il m'a fait un prix, mais on reste sur des tarifs élevés. Ouais. C'était important à ce point-là pour toi d'avoir ces voix. C'était primordial. Ouais. Parce qu'en fait, je savais tellement que le projet ne reposait sur rien d'autre que de la transpi d'étudiants, que avoir avec nous des acteurs professionnels, je savais pertinemment que ça allait monter, ça allait gonfler le projet, ça allait lui apporter une crédibilité, une puissance qu'il n'avait pas du tout au départ. Et en sachant que du coup, je voulais aussi avoir un process qui était beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'animation et après le son, mais je voulais faire le son et en fonction des rushs qui me plaisaient, animer sur ces sons pour avoir un vrai lien entre la performance d'acteur et l'animation finale par-dessus. Comme on fait ici à Gueuf. Et oui. Ouais. Ok, ça c'est génial, hein, ta détermination pour faire éclore ta vision et du coup, t'as le truc d'avoir de l'argent de la région, j'ai jamais entendu ça. Je me suis fait pourrir par tout le monde. Ah ouais. C'était une année très compliquée pour moi parce que les gens voulaient me tourner le dos, il y avait des gens qui étaient très agressifs envers moi, des gens qui me disaient que j'y arriverais pas, qu'il fallait que j'arrête de rêver, enfin j'ai plein de phrases comme ça. Tu les as eu, c'est... Ah ouais, c'est des gens qui essaient de te... Ah ouais, parce qu'en fait, ils te voient tellement, c'est une transe, hein, franchement, pour réussir pendant 1 an à lutter, à créer, à casser des murs, à aller à Paris, revenir, tout ça avec rien, tu gênes. De base, t'es un parasite. Voilà. Tu sais, on est en anglais, tu think outside the box. Ouais. C'est-à-dire que tu bouges leurs conventions et, mais oui. Et ils aiment pas quoi. Mais oui. Ah ouais. Mais au final, ce qui est bien, c'est que toutes les personnes qui ont eu des mots un peu difficiles, par la suite sont venues me voir une par une. Pour s'excuser ? Pas pour s'excuser, parce que je voulais pas d'excuses, j'ai aucune rancœur pour ces gens-là, parce que je savais que ça marcherait. Donc qu'il y allait forcément avoir un moment où tout allait s'apaiser, je le savais. Et quand ils sont venus, du coup, ils sont venus me dire écoute, merci, juste ça. Et du coup, ce merci, je l'ai pas pris comme une excuse, j'ai juste pris comme une prise de conscience de leur part et ça m'a suffi. J'étais heureux et apaisé aussi de mon côté. Ça, je trouve que c'est une histoire géniale pour les gens, les étudiants, les jeunes qui nous écoutent et j'espère qu'ils s'en rappelleront quand ils auront des épreuves parce que quand tout le monde est contre toi, mais que tu es persuadé,
soit tu trouves le chemin, soit tu fais le chemin. Oui. Tu crées le chemin toi-même. Mhm. Mais jamais se laisser abattre par les gens qui vont te dire les haters quoi. Ouais. C'est eux. Mais les dans la vrais, vraie vie quoi. Ouais, dans la vraie vie. Ouais. Bon alors du coup après donc tu fais le film et t'atterris quand même à Gobelin à Annecy alors. Oui, parce que, en fait, encore une fois, un rêve que j'avais, c'était déjà d'aller à Illumination MacGuff. Ah ouais. C'était objectif clair et net. Donc ça veut dire oui 2010 Moche et méchant. C'était déjà connu en fait à Ouais. ce moment-là. Ouais. D'accord. Du coup, je faisais donc du film d'animation 3D. Mhm. Et j'ai vu très vite que en France, en tout cas, là où je voulais commencer ma carrière, le meilleur studio, c'était Illumination MacGuff à Paris. Donc c'était l'objectif, mais c'était limpide pour moi. Ouais. À ce moment-là, ce qui est aussi limpide, c'est que si tu veux rentrer dans ce genre de société, il faut, encore une fois, avoir les bonnes lignes sur le CV. L'ESRA, c'était pas assez. C'est pas une formation d'animation, l'ESRA, c'est une formation généraliste pour être un graphiste, un infographiste généraliste. J'étais intéressé par l'animation sans être doué pour un sou. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. J'ai vu que la formation avait ouvert depuis 2 ans, la formation A3D à Annecy. J'ai passé le concours et j'ai été pris. Donc un super coup de pied encore, un coup d'air frais dans ma vie, parce que j'ai été soufflé instantanément de Nice jusqu'à Annecy. Parce que je finissais ma 3e année, j'ai recommencé de rentrer au Gobelin et c'était exactement ce que je voulais faire. J'avais l'impression, c'est cet esprit que tu disais de regarder un peu plus loin en fait, que je m'y approchais un peu plus. Et pourquoi ? Parce qu'en fait les gens que je croisais étaient un peu plus comme moi. Et plus j'ai avancé, plus les gens autour de moi l'étaient. Et donc du coup en fait ça entretient une certaine folie, mais c'est une folie douce qui dynamique. Qui mène ta vie aussi, Ouais. qui te permet de trouver de l'énergie quand on n'a pas. Et donc arriver au Gobelin, pour moi déjà, c'était juste fantastique. J'ai travaillé comme un moine pendant 1 an, et c'était trop bien, parce qu'on était tous sur le même bateau, il n'y avait pas une once de concurrence ou de malveillance chez les uns chez les autres. On avait la chance aussi d'avoir un groupe qui était différent en termes d'âge. On avait des jeunes, des plus jeunes et des plus âgés qui avaient jusqu'à 28 ans et qui avaient déjà fait des stages, qui étaient déjà animateurs, peut-être même 2D en reconversion vers la 3D. Ça, c'est inspirant. Quand toi, tu viens d'un cursus très classique, généraliste, tout ça, tu vois des gens qui ont déjà bossé. Putain, les mecs, ils ont un niveau de fou. Toi, tu as juste le potentiel. Éventuellement, c'est encore que de l'expectative. Tu vois, genre, tu crois que, mais tu sais pas. Et quand tu vois ce genre de talent, tu te boostes, tu te bouges, quoi. Genre, quand il faut bosser, que ce soit le matin, le soir, tu fermes l'école, quoi. Tu rentres chez toi, tu dors quand on peut plus, tu te lèves, tu vas, quoi. C'était une discipline ardue, mais tellement plaisante. C'était incroyable. J'ai vraiment vu, tu sais, c'est un peu cette courbe exponentielle où en fait, dans les débuts, ça monte très haut pour après se stabiliser. J'ai vraiment cette courbe de progression de jour en jour, de semaine en semaine avec les intervenants. C'était incroyable. En plus, on avait la chance d'avoir les mêmes intervenants qu'à Paris, en fait, qui faisaient Paris pour après redescendre à Annecy, pour après remonter. Donc, on avait aussi ce lien direct avec cette grande institut qui est les Gobelins Paris. On avait vraiment cette envie de briller aussi et de se dire qu'on avait aussi des choses à dire à travers des personnages qui étaient non pas dessinés mais déjà créés, pour leur insuffler la vie, les émotions, apprendre à animer un quadrupède, faire du cartoon, du réalisme. Enfin, c'était incroyablement riche et j'en suis sorti mais totalement différent, à 100%. Et alors ce qui est génial du coup avec cette année, c'est que tu fais que des exercices d'anime pendant 1 an, donc à la fin tu as en fait une bande démo, quoi. Ouais, exactement. Et c'est la ligne sur le CV que tu dis qui manquait, donc en sortant des Gobelins, tu as postulé directement à MacGuff. Ah, c'est ça. En fait j'avais J'aime bien ton trajet de Corse, Nice, Annecy, tu montes petit à petit. Je t'avoue que c'était vraiment pas fait exprès et au final ça m'a permis d'y aller petit à petit, de m'éloigner petit à petit et
voilà, de prendre ce chemin de vie avec aisance presque et Jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris. Et c'était trop bien. T'étais le Rastignac de l'animation. Ouais, j'avoue. Et Du coup, t'as été pris au stage de MacGuff. ouais, en fait, je me rappelle que certains de mes camarades avaient envie d'avoir un stage, donc comme moi, mais du coup avaient envoyé beaucoup de CV. Et moi, c'est vrai que dès le départ, j'ai envoyé très peu de CV. J'ai dû envoyer genre 5 CV. À différentes boîtes. Ouais, 5 boîtes différentes. Dont MacGuff. Dont MacGuff. Et pourquoi? Et je voulais que MacGuff. Et pourquoi? Parce que je préférais presque n'avoir rien Ouais. en Je suis comparaison. complètement comme toi. Je pouvais pas. J'ai toujours fait comme ça. Je pouvais pas me contenter d'un studio parce que qui était entre guillemets qui avait moins d'ampleur. Qui serait un plan B en fait. Ouais, parce que c'est pas un plan B que j'avais, c'était un plan, c'est tout. C'était le plan A. Ouais. Le plan B, c'est de pas avoir de plan B. C'est exactement ça. Donc, non mais ça c'est vachement important. Enfin, je trouve que ça c'est aussi une règle que j'ai toujours suivie dans ma vie quand j'ai eu Gobelins, Arnaud, Ouais. Pixar. Toujours en fait, si tu veux, pour moi, si je réussissais pas les Gobelins, mais je finissais dans le caniveau. Moi, je comprends. C'est Parce que une moi sensation que je connais. j'avais 28 ans, c'était la dernière année et tout ça. Non, j'avais 25, pardon. J'avais 25 ans, c'était la dernière année, donc si je réussissais pas, je savais pas ce que je faisais de ma vie. Vraiment. Non mais ouais. Et quand je postulais pour le boulot après aussi aux US et à Harman, j'avais pas d'autres possibilités, j'avais pas de stage, alors qu'on était obligé de faire des stages. Donc si j'avais pas, je sais pas ce qui se passait parce qu'on était obligé d'avoir un stage. Si Harman me disait pas oui, Il y avait rien, quoi. s'il y avait rien. Ouais, Mais ça s'appelle être dos au mur. Et quand t'es dos au mur, t'as pas le choix, t'as pas de plan B, t'y vas et ça marche. Je sais pas pourquoi. Ouais. C'est l'univers qui fait ça. Ouais, je te crois, je ressens exactement ce que tu dis. C'était des moments compliqués parce que j'ai même refusé un stage parce que j'avais pas eu la réponse. Enfin, c'était trop vite. J'avais aucun mail de réponse positive ou négative de MacGuff, Illumination MacGuff, et pourtant j'ai refusé un stage. Enfin, Parce que tu l'avais au fond de toi, tu savais que ça allait arriver aussi. J'étais en rejet de ce qu'il y avait d'autre que mon projet initial. Et quand du coup j'ai eu la réponse positive vraiment sur le tard d'Illumination MacGuff, bah du coup j'étais c'était je dirais le premier accomplissement de ma vie. Et c'était vraiment le premier. Pour moi, tout ce qui est bac, rentrée de... Enfin, tout ça avant, même ton film d'Estra, non? Non, c'était ça ouais. l'objectif, ouais. L'objectif, c'était d'entrer dans cette société, dans ce studio. C'était ouais, je dirais le moment le plus fort de ces années-là. Parce que les autres, en fait, étaient des moments c'était du chemin. Du chemin qui m'amenait vers. Ouais. J'étais vraiment dans la tête dans le guidon, j'avançais. Là, t'as check-in la case. Ouais. C'est bon. C'est ça. Fait. Du coup, t'es arrivé sur quel film? Je suis arrivé en stage sur Mignon. Sur Mignon. Ouais. Alors du coup, t'as fait le stage et t'as été embauché alors. Ouais, exactement. Ça, c'est génial. Ouais, c'était trop bien. Et donc t'as commencé direct en animateur junior sur Mignon. Alors, j'ai commencé au départ, c'était... je devais commencer en crowd sur Mignon à la base et au final ils ont changé un tout petit peu les plans et je me suis retrouvé du coup à faire du print au marketing. Au market? Ah ouais, voilà. D'accord, ouais. Donc petite déconvenue pour moi parce que je voulais faire de l'animation et au final c'était, je pense, la meilleure chose qui me soit arrivée. Pourquoi? Parce que en fait à ce moment-là, cette déconvenue donc crée du coup une sorte de petit malaise intérieur où tu te dis je suis arrivé là où je voulais et on me range un petit peu au print pour faire simplement du posing pour des affiches, pour des mugs, pour des peignoirs, je sais rien. Voilà. Et je l'ai le peignoir où t'as fait un mignon. Ouais, tu vois, c'est vachement confort. Et en fait là, la lumière en fait elle commence au moment où je marche et je rencontre Arnaud Berthier. Qui te fait un tour de magie. Qui me fait un tour de magie de base. le mec est trop fort. Il faut savoir que Arnaud Berthier, c'est la base. Je sais pas s'il a trop de trucs sur internet, mais j'essaie de mettre des liens dans la description. C'est un ancien animateur 2D de chez DreamWorks qui est juste fantastique, qui est habile du coup avec ses mains, du coup qui fait des tours de magie, qui est quelqu'un de discret mais tellement doué et extraordinaire.
Et du coup, avec une grande simplicité, il me croise dans le couloir et il me fait alors comment ça va? Et en fait, on avait un ami en commun, Corse, du coup, bon, bah, ça nous a liés. Et de fil en aiguille, on parle de mon parcours. Il me dit, mais tu sais, il se peut que là, tu sois un petit peu déçu, mais il se peut que ça soit finalement un chemin qui différent, mais qui va te mener peut-être plus loin que ce que tu attendais. Il a fini une phrase toute simple comme ça. Et moi, très ronchon, j'y crois pas. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais je suis encore dans mon rêve qui s'effritait un petit peu ou qui était pas aussi limpide que le parcours que j'avais juste avant. Et au final, mais c'était incroyable, c'était incroyable. Genre, en fait, 8 mois après être rentré au marketing, j'étais repéré et appelé sur le long métrage suivant qui est Comme des bêtes, The Secret Life of Pets. T'avais animé un peu comme au market. Ouais, mais c'était, quand je te dis que c'est sur cette progression, c'est incroyable. Enfin, en gros, j'arrive dans ce studio que j'adore, on me dit que je vais pas aller où je devais aller, donc petit contenu. Ouais, et à ce moment-là, il y a quand même une progression qui est folle. C'est-à-dire que je fais mes prints, mais au lieu d'en faire un, j'en fais 3. Au lieu de le faire en une semaine, mes quotas, je les faisais en 2 jours. Et en fait, j'ai trouvé une manière de m'exprimer à travers le travail. En fait, j'ai appris à travailler concrètement et à m'exprimer à travers ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire tout simplement hey, je suis là, mais regardez, embauchez-moi, faites de moi le meilleur animateur, au lieu de parler, de gesticuler, d'être juste quelqu'un de volubile et qui sert à rien, j'ai travaillé. Et c'est qu'à travers le travail que j'ai compris que c'était ma manière maintenant à moi de communiquer. Il fallait que je change ma manière de communiquer avec les gens et le fait de travailler bien, très bien et vite, c'est comme ça que je me suis fait repérer. Et c'est comme ça qu'en 8 mois, je suis passé donc du print, j'ai animé sur des courts-métrages, finalement tous les courts-métrages des Mignons, donc qui sont dans les bonus. J'ai animé sur un court-métrage de Comme des bêtes. Et très vite, voilà, il y a la petite tape sur l'épaule pour dire écoute, est-ce que tu peux venir dans mon bureau, on voudrait te parler, on voudrait te prendre en test pendant 3 mois sur le long métrage. Donc tu feras du marketing et du long métrage pendant cette période-là. Mais nous, notre but, c'est de voir si tu es apte à intégrer l'équipe. Yes. Et je peux te dire qu'à ce moment-là, j'étais à fond. J'étais à fond. Mais genre, je travaillais du lundi au samedi, je faisais 10h. Je pouvais pas faire moins, je pouvais pas faire plus. Et j'étais dans... je sais pas, j'étais trop bien, quoi. Et j'étais à fond, quoi. À fond, mais dans un plaisir absolu, c'est-à-dire sans aucune sensation de fatigue, de lassitude, de morosité. J'étais en train de voler. Parce que je sentais que ça allait marcher. Encore une fois, j'avais presque aucun doute sur le fait que j'allais être embauché après. Parce qu'il fallait, déjà. Et de deux, parce que c'était ce que je ressentais. Et au bout de 3 mois, on vient me chercher et en 30 secondes, mon destin il change encore. On me dit, bah écoute, c'est bon, t'intègres l'équipe, bravo, félicitations, on me serre la main, au revoir. Je m'installe dans mon bureau et je suis animateur junior main sur un long métrage. Incroyable. Enfin, pour moi, encore une fois, il y a des moments, tu vois, dans ta vie où t'es juste... t'es bouche bée devant ce qui t'arrive et devant cette énergie, ces bonnes énergies qui t'arrivent, c'est incroyable. Yes, c'est génial ton parcours. Et du coup, tu as bossé après sur DM3, Moi Moche et Méchant 3, sur le Grinch. Puis là, en ce moment, on est sur Pets 2, tous les deux. On va passer peut-être à Cal. Yes. J'aimerais que ça soit une grosse partie du podcast. Ouais. Ça vient d'où, Cal? Ça vient d'où cette idée? Alors, Cal, ça vient d'abord sur un post-it. En fait, on parle du dessin, du coup, je suis un grand
gratteux du carnet quand j'ai 30 secondes, 1 minute, un quart d'heure avant, après les réunions le matin, le soir, enfin ça arrive tout le temps. Et là, je sais pas, il y avait un vieux carnet de post-it qui traîne. Puis là, je vois cet espace-là et je me dis, je mettrais bien une tête d'un personnage hyper sympa, très rond, je sais pas, poilu, gonflé, voilà. Et je fais une tête, du coup, et c'est un roi. Et ce roi-là, je sais pas, je dessine et il se passe quelque chose. À ce moment-là, on me dit, Charlie, il faut que tu viennes. On a une réunion, il faut que tu viennes. Donc je laisse ce post-it là presque pas fini. Et c'est pendant cette réunion-là, du coup, où on montrait un de mes plans, je suis complètement absent. On parle, j'entends rien, enfin je fais ouais. Et en fait, l'histoire était en train de naître en fait dans mon esprit et je suis retourné à ma place et j'avais mon histoire. Je savais déjà ce que j'allais faire. Ton histoire de poil. Ouais, mon histoire de poil, c'est ça. Et je me suis dit que ce personnage-là, il allait être le personnage central de mon film et que je voyais déjà le royaume de poil, je voyais, je sais pas, c'était clair, assez soudain, mais je savais qu'à ce moment-là, il fallait que je fasse quelque chose. Du coup, tu penses à monter le projet, tu penses tout de suite à le faire produire officiellement? Pas du tout, non. Moi, à ce moment-là, je travaillais sur Comme des Bêtes 1. Du coup, ça a mis 2 ans au final à ce que j'aille vraiment en production sur ce film. Et parce qu'en fait, c'est simplement pas sorti de ma tête. Ouais. Ça devait sortir à un moment donné, et c'est 2 ans après, donc du coup, quand à la fin de DM3, que j'ai storyboardé, j'ai fait mon scénario, j'ai fait un projet, j'ai cherché donc éventuellement des financeurs, des producteurs, tout ça, et c'est 2 ans après que l'histoire a vraiment commencé. Et du coup, t'as monté, t'as voulu faire un financement participatif? Yes, j'ai fait un crowdfunding sur Ulule, voilà, pour simplement avoir les moyens de faire ce film-là. Alors en fait, pour être un peu plus clair, donc du coup, j'ai fait ma petite histoire. Pendant la fin de Moi Moche et Méchant 3, il s'est passé encore des choses assez folles. C'est-à-dire que je rencontre une personne qui me dit voilà, il y a un projet de pilote qui se fait avec des Américains, est-ce que tu veux pas le faire? Je fais ok, c'est quoi ton tarif? J'y vais. À ce moment-là, on me dit que je vais travailler avec Léo Sanchez Barbosa et Glenn Keane. Et là, c'est ouf. C'est-à-dire que je travaille donc sur DM3, je fais un projet d'animation sur un pilote par Skype, en vidéoconférence, tout ça, avec des mecs qui étaient à Los Angeles. Et je storyboard et je crée mon dossier pour Cal. Une sorte de convergence assez ultime qui était encore une fois très folle. Mais passons, je conclus mon dossier pour aller voir et démarcher des projets, des investisseurs ou éventuellement des producteurs. Et là, je tombe sur le studio Supamonks. Yes. J'avais déjà entendu que certains films avaient été sortis de là-bas, des gens qui étaient étudiants et qui étaient sortis de leurs écoles pas vraiment accomplis et qui avaient besoin de plus. Donc du coup, Supamonks leur proposait de leur prêter leurs infrastructures, les ordi, les logiciels, un peu de supervision pour faire leur film. Et donc moi je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que j'aille. J'y suis allé et ça a marché de suite. Ils ont dit, mais ce projet-là, il est trop bien, il est pas hyper ambitieux dans le sens que c'était pas complexe ce que je voulais faire. Et j'avais un timing qui était parfait. Je voulais faire 4 minutes en 4 mois avec très peu de moyens techniques et tout rentrait. Ils se sont dit, bah écoute, go, on y va. Et c'est sympa parce que pour le dossier, t'as bossé avec d'anciens artistes que j'ai interviewés pour le podcast. Ouais. Mais notamment Augustin et Florent de la Taille. Ouais. Pour moi, c'est une base absolue de mes références, au-delà d'être mes amis. C'est des gens qui m'inspirent, mais à fond. C'est des vrais. Ouais. Tu vois, je peux pas dire autre chose que ça. Il faut vraiment aller voir leur travail. Et ce que je pourrais dire, c'est que c'est des gens qui, je sais pas, ils sont art. Je sais pas comment l'expliquer.
quand tu les vois, ils sont là, mais ils sont pas vraiment là parce qu'ils sont déjà je sais pas, dans un dessin, dans une idée. C'est des personnages artistiques complets. Quand je vois un Florent Delataille, c'est quelqu'un qui est habité par je ne sais quel dieu du dessin, de la motivation, c'est des personnages incroyables. Et Augustin pareil. Et ils ont en plus cette humilité qui fait que j'ai eu l'envie de leur proposer de travailler avec moi. Moi j'avais l'idée, l'énergie, l'envie, enfin tout cet apport-là, et eux ils avaient ce talent extraordinaire pour éventuellement faire émerger ce qu'il y avait de meilleur dans ce que j'avais à proposer. Ouais. Voilà. Et ils m'ont vraiment vraiment aidé, parce que du coup c'est eux qui à ce moment-là avec sérieux, on n'était pas là pour vraiment être potes et se congratuler entre nous. Avec sérieux, ils m'ont dit voilà, ça marche, ça marche pas. Et j'ai pu avancer. Le projet en est là aujourd'hui grâce aussi à eux. Ouais. Vraiment. Quand je regarde le film là, donc il y a ce côté très 2D, cette ligne, et ce côté sépia, très léger. Est-ce que si je te dis que j'y vois une référence un peu de Paperman, ça te... C'est un super ça te parle? compliment. C'est un super compliment. Si jamais tu as vu un peu de Paperman, C'est ne serait-ce que 5%, ouais, carrément. C'était une de tes inspirations? Ouais. Ok. À 100%. Franchement, quand j'ai commencé à faire ce film, je me suis dit il fallait que j'essaye de tendre vers quelque chose qui techniquement pouvait être malléable. Malléable, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait refaire les plans très facilement pour que le rendu ne soit pas trop long. Et le fait de tendre vers quelque chose de 2D, c'est-à-dire d'avoir les personnages en 3D, mais utilisés et finalement compressés en 2D, je dirais que c'était super, parce qu'en fait c'est un film qui n'a pas de texture. Ouais. C'est un film qui a été animé dans un univers vide, avec des rigs ultra simples, et en fait tout a été composité après sur Nuke. Les backgrounds sont faits en 2D à l'aquarelle, sur des cançons format raisin. Tout est fait à la main, les textures, tout ce qui bouge à l'intérieur, tout ce qui donne de la vie, ça a été fait avec une main humaine. Après ça a été scanné, photographié, puis composité, animé. C'était ça l'objectif, c'était qu'on s'éloigne au maximum de la 3D et jouer avec les perspectives. Il y a même un plan qui est full 2D. Ouais, mais j'étais obligé. Dragon, J'avais un plan en dragon qui vole. Au départ, ça devait être quelque chose de tout petit, un dragon qui vole au fond. Donc je me suis dit, ouais, ça pourrait être bien une petite silhouette, comme ça, moi, ça m'évite de modéliser, puis riguer, et ainsi de suite. Et je l'ai confié ça aux mains de Maxime Delalande, un autre super ami animateur. fantastique, Ouais. et qui m'a dit, écoute, Charlie, j'adore l'idée, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai dit, mais go, vas-y, va plus loin, va où t'as envie d'aller. Et à ce moment-là, du coup, il m'envoie le line-up de sa première année, mais juste à tomber par terre, quoi. Ouais. Donc moi, j'étais heureux comme un fou, quoi. Genre, il m'a fait le clean après, j'ai pu après faire la colo de cet anime-là. C'était génial. En plus, je trouve que ça passe nickel. Dans le film, si tu veux, on sent que c'est de la 2D, mais finalement, parfois, même quand c'est de la 3D, on se demande si c'est pas de la 2D. Enfin, je trouve que le mélange est nickel, quoi. Ouais. Il marche très très bien. C'était vraiment le but premier. Le film sort aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où on sort le podcast. Si je te demande de tirer une conclusion de cette expérience d'avoir fait ce film, d'avoir porté ce film, parce que c'est depuis longtemps que tu es dessus. Enfin, moi j'étais là aussi sur Mignon, je me rappelle quand tu m'en parlais à ce moment-là. Donc ça date. Ouais. Et là il sort enfin. Qu'est-ce que tu en retires, quoi, de cette expérience? Est-ce que c'est aussi une de ces cases que tu coches là? Alors en fait, je sais pas comment expliquer, c'est pas une case, j'ai l'impression que je suis en train de colorier un bout de la case. Je sais pas, j'ai l'impression... Donc c'est une étape alors? Ouais. Ah ouais? C'est pas un accomplissement en soi. D'accord. J'ai l'impression que c'est... Premier pas vers autre chose. Ouais, c'est pas vraiment un check dans la checklist, c'est vraiment, c'est le début.
J'ai colorié peut-être le petit bout en haut à droite de la case. Mais il en reste encore plein de... Il y a plein de vides à combler encore. C'est quoi alors? C'est quoi tes envies, tes projets là? C'est d'en faire un autre. Ouais. Et d'aller encore plus à l'essentiel, de penser encore plus à l'histoire, d'être plus pertinent, plus intelligent, plus fédérateur. De prendre cette expérience-là qui a été fantastique et de la condenser pour la mettre au service d'une autre histoire. Voilà. Du coup, les gens qui t'ont aidé pour ce film, c'est Florent, Augustin, il y en a d'autres. Mais tu nous as dit que c'était aussi parmi tes inspirations ultimes. Est-ce que tu as d'autres inspirations? Alors en fait, la base, si on revient au dessin, ce que j'adore quand je dessine, c'est de dessiner librement. Je déteste rester sur 1 cm² et essayer de le rendre le plus réaliste possible. J'adore prendre un crayon et faire des grandes lignes un peu crades, faire des pleins, des déliés, je sais pas, c'est un truc qui me plaît. Et du coup, là-dedans, il y a certains artistes qui sont vachement importants. Donc, il y a Florent Delataille que j'adore, il y a Glenkin, il y a... Je connais pas. Il y a Bibi Wati qui est très fort. Ouais. Samantha Youssef, une ancienne animatrice de chez Disney qui est juste folle aussi. Et après, dans tout ce qui est délié aussi en termes de dessin, j'adore Bastien Vives, qui a un trait assez exceptionnel. Ouais. Je reviens un petit peu sur Augustin Clermont, mais il faut vraiment voir ses dessins de nus, c'est assez incroyable. Cette ligne claire, pure, c'est assez incroyable. Je vous renvoie au podcast, à la vidéo du podcast où il y a tous ces dessins de toute façon qui passent sur la vidéo, et puis son blog et son compte Instagram. Je vais les remettre dans la description. Et puis après, je vous invite aussi à regarder le travail de Chloé Nicolet. Chloé Nicolet qui sera la prochaine invitée du podcast. Yes, la 7e. Il y a Peter de Sèvres aussi que j'adore. Yes. Qui bosse à MacGuff, t'es au courant? Non. De cette rumeur? Mais non. Genre là maintenant là. Ouais, il y a des gens qui l'ont vu dans la rue. Mais non. Si, il bosse à MacGuff. C'est incroyable. Sur le projet, alors, je sais pas si je peux en parler, mais... Ouais, le projet, oui, carrément. Non, mais c'est une chance incroyable pour le studio, alors. Trop cool. Puis après, un mec qui, par rapport à l'anatomie, il y a Michel Lauricella qui est juste top. Il faut acheter ses bouquins, ils sont vraiment cool. Et petite découverte aussi, j'ai voyagé en Norvège là, il y a quelques mois. Et il y a un parc, le parc Vigeland, là-bas à Oslo, qui est juste fantastique. C'est des sculptures. Le mec s'appelle Gustav Vigeland et c'est incroyable. Le mec est né, je crois, en 1870, un truc comme ça. Et j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que c'est simple, c'est pur et c'est tellement moderne. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du classique, on n'est pas sur du contemporain, on est sur quelque chose de... C'est incroyable. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est un parc où chaque personnage vit, parle, éprouve des émotions avec des designs incroyables, des proportions incroyables et une finesse dans les courbes, dans les lignes qui est... c'est à voir. Voilà. Je mettrai encore le lien dans la description. Ce que j'aime bien demander, c'est aussi c'est tes sources d'inspiration qui ne sont pas forcément du domaine graphique. C'est-à-dire, est-ce que tu as des sources d'inspiration musicales, des artistes ou de cinéma ou de littérature? Qu'est-ce qui t'inspire? En fait, la base de tout, pour moi, c'est la musique. Le premier art qui est entré dans ma vie, c'est la musique, parce que à travers la batterie, mes parents, en fait, ils ont vu que j'avais envie de m'exprimer, ils savaient pas trop la guitare, je sais pas, le piano, tout ça. Ils ont dit, essaye la batterie, on verra. Et c'était juste un coup de foudre, donc du coup, je dirais que aujourd'hui, le son, c'est essentiel. C'est-à-dire que grâce à la culture de ma mère, de mon père, puis après la mienne qui s'est greffée et celle de mes amis, c'est aussi comme ça que j'anime. C'est-à-dire que je pense en animant à la musique qu'il va y avoir. C'est-à-dire quand je fais mes storyboards et que je fais un montage après, c'est obligatoire pour moi d'avoir une bande son. J'ai mis du Patrick Doyle par exemple sur ma bande son avant de demander
à mon compositeur de faire quelque chose, c'était obligatoire parce qu'en fait c'est ce rythme-là, cette énergie-là, en fait, elle te donne. Moi, quand je travaille, j'ai des moments où j'ai envie de, je sais pas, de foncer. Du coup, j'écoute, je sais pas, du Foo Fighters, du AC/DC, du Veil of Maya, qu'est-ce que ça peut être aussi, du Rival Sons, plein de groupes un petit peu divers et variés. Bon, très axé rock quand même, parce que c'est la base de ce que je suis. Et, T'es un mec rock. Ouais, à mort. Mais sinon, après, ouais, je peux avoir des moments beaucoup plus chill où j'ai besoin de tranquillité. Et il y a d'autres. Je sais pas si tu connais James Blake. Oui, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est ce genre de mec voilà, qui fait une musique qui juste t'amène ailleurs. C'est juste incroyable. Ciné un peu des rêves. En ciné, je dirais. Bah, en fait, je dirais que les premières larmes que j'ai eues, juste après La Ligne verte, on va dire, comme un gros film qui a marqué son temps, les films qui m'ont ému, en fait, c'est des films d'animation. Ah ouais. C'est trop bête, mais j'ai pleuré devant Tarzan, là dernièrement devant Inside Out. Impossible de pas verser sa petite larme. Coco, tu l'as vu? Coco, ouais, carrément, mais Tu pleures. tu pleures. Je veux dire, c'est pour ça qu'en fait, c'était obligatoire pour moi de venir là-dedans. Après, ici, il y a des références. En fait, quand j'étais petit, ma mère, elle a été importante là-dedans. C'est-à-dire que quand je te dis qu'il n'y avait pas d'apport extérieur pour m'apporter une culture ou éventuellement une direction, ma mère, elle a tout fait. Elle savait que j'avais une attirance pour l'art. Et en fait, elle a tout fait pour essayer de me conforter là-dedans, au final. C'est pour ça qu'elle a compris très vite, quand je voulais faire ma prépa, c'était non, il fallait que je fasse autre chose. Elle le savait, elle était trop forte. Et elle m'a acheté des VHS de Laurel et Hardy. J'ai de comédies musicales de l'époque, de Fred Astaire, certains M Show avec Marilyn Monroe. Ouais. Enfin, en fait, j'ai vu plein de films comme ça. C'est-à-dire que ma vraie culture, elle n'est pas dans le cinéma vraiment moderne. Je dirais que du Charlie Chaplin, J'allais te le dire. ouais, du Buster Keaton. Ma mère, elle m'a créé cette petite banque là de films où qui m'ont suivi, qui me suivent encore. Et je dirais qu'en fait, c'est ça qui me fait rire, en vrai. Ouais. Tu m'emmènes voir une comédie, bon, je rigole, mais c'est. Tu Les peux tuches. voir ça, ouais, les tuches, quoi, la base, c'est extraordinaire. Mais non, ce que je veux dire, voilà, ça, c'est une comédie moderne, avec des codes qui font appel à je dirais, un certain communautarisme, où en fait, on isole une communauté et on rigole. Enfin, c'est pas un rire franc, c'est pas un rire universel. Ces gens-là avaient l'art de nous faire rire universellement. Et cette puissance-là. C'est pour ça qu'ils touchaient le monde entier, justement. Mais ouais, mais c'est pour ça que le monde entier les connaît. C'est incroyable. Et je dirais que les bases de cinéma, je pourrais pas te dire, voilà, je connais tout de Kubrick ou je connais tout de ça. C'est pas vraiment ça. Je dirais que j'ai une culture assez large, mais très axée début du cinéma, vraiment. Limite cinéma muet. C'est vraiment ce qui m'a le plus frappé quand j'étais petit, parce que j'avais pas forcément une éloquence ou quoi que ce soit, mais j'avais déjà compris grâce à ces films-là qu'on pouvait s'exprimer différemment. Et c'est pour ça que j'ai voulu danser, que j'ai voulu faire du théâtre. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, que je veux créer des histoires. Et Moi, j'adore tout ce que... On arrive à la fin du podcast. J'adore tout ce que tu nous as raconté et ton parcours. Je trouve ça génial. J'espère que ça va motiver à fond les gens qui vont écouter, quoi. S'ils ont des projets, montrer qu'on peut les mener à bien. Et ce que j'adore par rapport au début de la conversation sur ce dilemme entre l'entrepreneuriat de tes parents et ta vocation d'artiste, moi je te vois entrepreneur là. T'es un artiste entrepreneur. T'es allé à fond. En fait, t'as la mentalité aussi de ça, d'avoir fait tomber les murs pour aller chercher ce que toi tu voulais, quoi. Et quand tu fais ton film, t'es un peu aussi un entrepreneur. Tu mènes ta barque, tu diriges une équipe. J'aime bien ce rapport. Je vais terminer avec la dernière question, habituelle de tous les podcasts. Comme les gens qui écoutent ce podcast en général, c'est des gens qui essaient d'apprendre à dessiner, qui apprennent à dessiner. Est-ce que tu as un conseil? Si tu devais donner un conseil pour
apprendre à dessiner? Je dirais, faut prendre du plaisir. C'est que j'aime quand je dessine éprouver quelque chose à chaque trait. Et je dirais que si je devais donner un conseil, c'est que essaye à chaque trait d'éprouver quelque chose, parce que ça se verra. Voilà. Oui, parfait. Et ben, on va éprouver du plaisir parce que tu vas nous faire un petit dessin. Ah, ouais, grave. Je vais en parler plus dans l'outro, mais du coup, Charlie va faire un petit dessin que vous pourrez gagner. Merci Charlie, Bah, merci à toi, Yo. c'était génial. Ah, j'adore. J'adore ce parcours, j'adore cette volonté de faire tomber les murs pour réaliser ses rêves. J'espère que vous avez pris une bonne grosse dose d'inspiration là et que vous êtes déjà en train de bouillir pour passer à l'action. Donc attendez juste 2 secondes, j'ai 2-3 choses à vous dire et puis vous pouvez passer à l'action. Donc petite chose, je devais demander à la fin du podcast à Charlie s'il avait une dernière chose à dire et j'ai oublié de lui poser cette question, donc je vais vous dire en fait ce qu'il avait prévu de dire. Charlie remercie Supamonks. C'est aussi grâce à eux que son film Cal a été sélectionné aujourd'hui dans plus de 35 festivals autour du monde. Donc voilà, il remercie énormément Supamonks. On en vient au concours qui sera là maintenant pour chaque podcast. Charlie a fait un dessin, donc vous pouvez le voir dans la description, dans le blog post. Pour gagner le dessin de Charlie, il vous suffit de commenter en dessous de cet épisode, donc sur YouTube, SoundCloud, Facebook, et de partager l'épisode, donc normalement sur Facebook. Et donc il y aura un tirage au sort qui déterminera le gagnant, qui recevra le dessin original de Charlie dédicacé. Donc voilà, c'est tout simple, vous commentez et vous partagez sur Facebook. Voilà, c'est ma petite astuce pour pouvoir faire partager l'épisode et que le podcast soit connu par plus de monde possible. Et comme ça, en plus vous êtes gagnant, vous pouvez recevoir un dessin original de l'artiste qui est interviewé à chaque fois. Donc je vous souhaite bonne chance et on va en rester là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast avec quelqu'un encore d'exceptionnel. Et maintenant, c'est à votre tour d'aller faire tomber les murs. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.